Par une soirée pluvieuse de novembre, Colette Garnier était assise seule dans son appartement dans une petite ville près de Mannheim et fixait la chaise vide à la table à manger. Pendant 3 ans, cette chaise était restée vide. Pendant 3 ans, elle mangeait seule, dormait seule et passait ses soirées avec le bourdonnement silencieux de la télévision comme seule compagnie. Le divorce de Gérard, après 26 ans de mariage, lui avait coûté non seulement ses projets d'avenir, mais aussi une partie de son identité. Elle n'était plus une épouse, plus une partenaire, plus la moitié d'un tout. Elle était simplement Colette, 58 ans, employée au service administratif de la mairie et invisible pour le monde. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Les enfants étaient depuis longtemps adultes et menaient leur propre vie. Son fils Marc avait accepté un poste à Munich 2 ans plus tôt et ne se manifestait plus qu'aux anniversaires et à Noël. Sa fille Amélie vivait avec son mari à Lyon et était tellement occupée par sa propre vie que les appels téléphoniques devenaient de plus en plus courts et rares. Colette comprenait cela. Elle-même avait autrefois eu une vie tellement remplie qu'il n'y avait pas de temps pour de longues conversations. Mais maintenant, alors que le temps était la seule chose dont elle disposait en abondance, le silence lui faisait d'autant plus mal. Sa sœur aînée, Sylvie Marchand, appelait régulièrement et essayait de la sortir de son isolement. Des groupes de randonnée, des cours pour seniors à l'université populaire, des thés dansants à la maison communale. Sylvie avait une suggestion pour tout et une solution pour chaque problème. Mais Colette ne pouvait pas se résoudre à y aller. L'idée de s'asseoir parmi des étrangers et de faire du bavardage l'épuisait avant même de s'être levée. Elle ne voulait pas nouer de nouvelles connaissances, n'avait pas envie de conversations superficielles. Elle voulait quelqu'un qui la comprenne, qui connaisse son histoire, qui la regarde et la voie vraiment. Les soirées étaient les pires. Quand le travail était terminé et qu'elle fermait la porte de son appartement derrière elle, le vide commençait. Elle cuisinait pour une personne, ce qui ne valait jamais la peine. Alors, elle ne mangeait souvent que du pain avec du fromage ou une soupe instantanée au micro-ondes. Elle regardait des émissions à la télévision dont elle ne se souvenait pas le lendemain. Parfois, elle lisait, mais même les livres qu'elle avait autrefois aimés ne pouvaient plus retenir son attention. Les mots devenaient flous devant ses yeux, tandis que ses pensées se tournaient vers Gérard, vers les années perdues, vers toutes les choses qu'elle aurait pu faire différemment. C'est un soir de décembre, alors qu'elle repensait à l'Internet pour la première fois depuis des années. Non pas les emails qu'elle écrivait pour le travail, ni les messages qu'elle lisait parfois sur son téléphone, mais les possibilités que promettait Internet. Une collègue lui avait parlé d'une connaissance qui avait rencontré un homme merveilleux sur une plateforme de rencontre. Ils étaient ensemble depuis 2 ans maintenant et planifiaient un voyage en Grèce. Colette avait alors souri et changé de sujet. Mais la pensée s'était fixée dans sa tête comme une graine qui n'attendait que de germer. Ce soir-là de décembre, après un week-end particulièrement solitaire, Colette ouvrit son ordinateur portable et tapa l'adresse d'une plateforme de rencontre destinée aux personnes de plus de 50 ans. Son cœur battait plus vite tandis qu'elle s'inscrivait. Cela semblait mal, presque interdit, comme si elle faisait quelque chose qui ne lui convenait pas. Mais en même temps, elle sentait pour la première fois depuis des mois quelque chose comme de l'excitation. Elle téléchargea une photo que sa fille avait prise lors d'un repas familial. On la voyait sourire, ce qui était rare ces derniers temps. Elle écrivit quelques lignes sur elle-même, incertaine de ce qu'on était censé écrire dans ce genre de profil. Qu'elle aimait lire, qu'elle aimait la nature, et qu'elle aspirait à une communication honnête. Puis elle cliqua sur enregistrer et attendit. Les premiers jours ont été décevants. Elle a reçu des messages d'hommes qui n'avaient probablement pas regardé sa photo, car leurs compliments convenaient à n'importe quelle femme. Des formules toutes faites, des textes copiés, parfois des remarques inconvenantes qu'elle bloquait immédiatement. Colette a commencé à douter. Peut-être que ce n'était pas pour elle, peut-être qu'elle était trop vieille pour ce type de recherche, trop vieillotte, trop désespérée. Elle a décidé de supprimer le profil après une semaine et d'oublier toute cette affaire.
Puis est venu le message de Philippe. C'était le 17 décembre, une date qui allait plus tard s'imprimer dans sa mémoire. Le message était différent de tous les autres. Pas de compliments, pas de formules toutes faites, pas de questions sur son apparence. À la place, une présentation qui sonnait si honnête et si humble que Colette l'a lu plusieurs fois avant de répondre. Il écrivait qu'il s'appelait Philippe Laurent, qu'il avait 61 ans et qu'il travaillait comme médecin dans un hôpital de campagne au Yémen. Il travaillait pour une organisation humanitaire et passait la plupart de son temps à aider des gens blessés par la guerre. Le travail était gratifiant, mais aussi solitaire. Il avait à peine de contact avec l'extérieur, la connexion Internet était peu fiable, et pendant les rares heures libres, il se demandait s'il y avait quelque part quelqu'un qui pouvait le comprendre. Il avait lu son profil et avait senti quelque chose dans ses paroles, une profondeur, une honnêteté qui était rare. Il se demandait si elle serait prête à lui écrire. Juste écrire, rien de plus. Simplement deux personnes qui s'étaient trouvées dans un monde solitaire. Colette a lu le message et a senti quelque chose se mouvoir dans sa poitrine. Un médecin qui sauvait des vies au Yémen. Un homme qui, malgré son travail important, trouvait du temps pour lui écrire. Une personne qui avait lu ses paroles et les avait comprises. Elle pensait aux images qu'elle avait vues à la télévision, aux hôpitaux au Yémen, aux enfants aux grands yeux, aux médecins qui travaillaient dans des conditions impossibles. Cet homme en faisait partie. Cet homme l'avait trouvé. Elle a répondu le même soir. Elle a parlé de son travail à la mairie, de son divorce, de la solitude qu'elle ne voulait pas admettre, mais qu'il semblait déjà connaître. Elle a écrit avec prudence, en tâtonnant, incertaine de la quantité d'informations qu'elle devait divulguer. Mais sa réponse est arrivée dès le lendemain matin et était si chaleureuse, si compréhensive, que sa prudence a commencé à fondre comme la neige au soleil de mars. Philippe a raconté sa propre histoire. Sa femme Marie était décédée d'une maladie il y a 6 ans et il s'était jeté dans le travail après parce qu'il ne savait pas comment gérer le chagrin. Il avait accepté des missions en Afrique, au Moyen-Orient et maintenant au Yémen, toujours en fuite devant le vide qui l'attendait chez lui. Mais lentement, il commençait à comprendre que le travail seul ne suffisait pas, qu'une personne avait besoin de plus qu'une tâche, qu'il avait besoin de quelqu'un avec qui partager ses pensées, ses peurs, ses espoirs. Les messages sont devenus plus longs et plus fréquents. Colette a commencé à organiser sa journée autour de ces messages. Elle se réveillait le matin et attrapait immédiatement son téléphone pour voir si Philippe avait écrit. Le décalage horaire rendait la communication compliquée, mais cela ne la dérangeait pas. Si son message arrivait à 3 heures du matin, elle le lisait à 6 heures, et sa réponse le trouvait juste au moment où il revenait d'une opération. C'était comme une danse lente et prudente, entre deux personnes qui ne s'étaient jamais vues et qui pourtant se connaissaient déjà si bien. Après 2 semaines, Philippe a proposé de téléphoner. Colette était nerveuse comme une adolescente avant son premier rendez-vous. Elle a passé toute la journée à se préparer. Elle s'était fait coiffer, bien que Philippe ne puisse pas la voir, avait enfilé un beau chemisier, comme si cela ferait une différence. Quand le téléphone a sonné et qu'elle a entendu sa voix pour la première fois, chaude, calme, avec un léger accent français, elle a su qu'elle était perdue. Ils ont parlé pendant 2 heures, jusqu'à ce que la connexion soit coupée et qu'il envoie un message disant qu'il devait retourner à l'hôpital. « Une urgence », a-t-il écrit. « Je suis désolé, mais je pense à toi. » Colette a posé le téléphone et a fixé le plafond. Elle pensait à sa voix, à ses paroles, à la façon dont il prononçait son nom. Colette. Jamais son nom n'avait sonné aussi beau. Elle ne savait pas que cet homme, dont elle venait d'entendre la voix, était en réalité assis dans un cybercafé à Lagos, entouré d'autres hommes qui faisaient le même travail que lui. Elle ne savait pas que Philippe Laurent n'existait pas, que les photos qu'il lui avait envoyées appartenaient à un homme d'affaires français qui n'avait aucune idée que son visage était utilisé pour commettre une fraude. Elle ne savait pas que l'homme qui lui avait donné tant d'espoir allait, au cours des mois suivants, détruire sa vie.
Ce soir-là, Colette s'endormit pour la première fois depuis des années avec un sourire. Et quelque part, de l'autre côté du monde, un homme traçait une croix à côté de son nom sur une liste de cibles et commençait à planifier la prochaine étape. As-tu déjà fait confiance à quelqu'un que tu n'avais jamais vu en personne? Écris oui ou non dans les commentaires. Les semaines suivantes, après le premier appel téléphonique, se déroulaient comme dans un rêve. Colette vivait de message en message, d'appel en appel, et le monde autour d'elle s'estompait en arrière-plan gris, devant lequel seul Philippe existait en couleurs brillantes. Elle continuait à aller au travail, accomplissait ses tâches à la mairie, parlait avec des collègues et signait des documents, mais son esprit était ailleurs. Il était au Yémen, dans un hôpital de campagne poussiéreux, où un homme aux yeux fatigués et au sourire chaleureux pensait à elle tandis qu'il sauvait des vies. Philippe lui envoyait des photos, des images de lui dans une blouse blanche, un stéthoscope autour du cou, devant un bâtiment qui ressemblait à une station médicale provisoire. Des images du paysage désertique, de couchers de soleil qui teignaient le ciel d'orange et de rose. Une photo de lui à son bureau, où se trouvaient des documents médicaux, le visage concentré, mais avec une touche d'épuisement qui semblait confirmer son histoire. Colette regardait ces images encore et encore, zoomait sur son visage, étudiait ses traits comme si elle pouvait en apprendre davantage sur lui en le regardant simplement. Elle enregistrait chaque image dans un dossier sur son ordinateur portable qu'elle appelait « Espoir ». Ce que Colette ne savait pas, c'est que ces photos appartenaient à un chirurgien français nommé Jean-Pierre Delacroix, qui travaillait dans un hôpital à Bordeaux, et n'avait aucune idée que son double numérique était envoyé à travers les continents pour tromper des femmes solitaires. Les images provenaient de son profil Facebook public, qu'il n'avait pas mis à jour depuis des années. Le vrai Jean-Pierre était marié, avait 3 enfants et n'avait jamais mis un pied au Yémen. Mais Colette ne pouvait pas le savoir. Pour elle, le visage sur les photos était Philippe, son Philippe, l'homme qui faisait battre son cœur pour la première fois depuis des années. Les conversations entre eux devenaient plus intimes. Philippe racontait son enfance à Lyon, son père strict, qui était lui-même médecin et avait des attentes élevées envers lui. Il parlait de sa femme décédée Marie, de leur temps ensemble, du jour où elle avait reçu le diagnostic et des mois qui ont suivi, où il regardait impuissamment alors qu'elle s'affaiblissait progressivement. Sa voix se brisait parfois quand il en parlait, et Colette sentait ses propres yeux s'humidifier. Elle comprenait cette douleur, la perte, le vide qui restait. Elle comprenait parce qu'elle-même avait vécu si longtemps dans ce vide. Colette a également commencé à s'ouvrir. Elle a raconté son mariage avec Gérard, les bonnes années au début et les mauvaises à la fin. Le jour où il lui a dit qu'il aimait une autre femme, une collègue avec qui il avait une liaison depuis 2 ans. L'humiliation qu'elle avait ressentie quand elle a découvert que tout le monde autour d'elle le savait, sauf elle. Les nuits sans sommeil, les larmes, la colère qui s'était lentement transformée en une résignation sourde. Philippe écoutait, posait des questions, montrait de la compassion. Il disait des choses comme « Tu mérites bien plus que ce qu'il t'a fait » ou « Un homme qui trompe une femme comme toi a perdu la raison ». Ces paroles étaient du baume sur des plaies dont Colette ne savait même pas qu'elles saignaient encore. Après 6 semaines, Philippe a proposé de faire un appel vidéo. Colette était à la fois excitée et nerveuse. Elle a passé toute la journée à se préparer. Elle était allée chez le coiffeur, avait acheté un nouveau chemisier et s'était maquillée soigneusement, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Quand l'heure convenue est arrivée, elle était assise devant son ordinateur portable, le cœur battant contre ses côtes, attendant son appel. Mais l'appel n'est pas venu. À la place, un message. « Je suis tellement désolé, mon chéri. La connexion ici est particulièrement mauvaise aujourd'hui. Nous avons eu une coupure de courant à l'hôpital, et je ne peux pas garder la vidéo stable. Pouvons-nous essayer demain? Tu me manques tellement. » Colette était déçue, mais elle comprenait. Le Yémen était une zone de guerre, les infrastructures étaient détruites, les coupures de courant étaient normales. Elle a écrit en retour que ce n'était pas un problème,
qu'elle pouvait attendre, qu'elle était juste heureuse de savoir qu'il allait bien. Le lendemain, ils ont réessayé, mais cette fois, l'image était tellement pixelisée et déformée qu'elle pouvait à peine rien voir. Elle a vu des silhouettes, des mouvements, entendu sa voix, qui s'interrompait constamment et était couverte de bruits statiques. Après 5 minutes, ils ont abandonné. Philippe s'est à nouveau excusé, a maudit la mauvaise technologie et a promis qu'il ferait tout son possible pour obtenir une meilleure connexion. Colette a dit que ce n'était pas grave. Elle pouvait entendre sa voix, et c'était suffisant pour elle. Mais au fond d'elle-même, un petit doute rongeait, un léger malaise qu'elle repoussa cependant rapidement. Sa sœur Sylvie a remarqué le changement chez Colette en premier. Lors d'un déjeuner ensemble, elle a remarqué à quelle fréquence Colette regardait son téléphone. Comment elle souriait quand un message arrivait. Comment ses yeux brillaient quand elle parlait de sa journée. Sylvie a demandé directement s'il y avait un homme. Colette a hésité, puis elle a hoché la tête. Elle a parlé de Philippe, de son travail au Yémen, de ses messages et de ses appels. Sylvie écoutait, mais son visage devenait de plus en plus sceptique à chaque parole. Quand Colette a terminé, Sylvie a posé les questions que Colette n'osait pas se poser. L'as-tu déjà vraiment vu? Pourquoi la vidéo ne marche jamais? As-tu vérifié ces données? Cette organisation pour laquelle il prétend travailler existe-t-elle? Colette s'est sentie attaquée. Elle a défendu Philippe avec une véhémence qui l'a elle-même surprise. Bien sûr, il existait. Elle avait parlé avec lui au téléphone, entendu sa voix, vu ses photos. C'était un médecin très occupé dans une zone de guerre, pas un escroc d'Internet. Sylvie a levé les mains et a dit qu'elle voulait seulement être prudente. Elle avait entendu des histoires, vu des documentaires sur des femmes qui avaient été trompées en ligne. Elle ne voulait pas que Colette commette les mêmes erreurs. Colette a promis d'être prudente, mais intérieurement, elle était furieuse. Sylvie ne comprenait pas, personne ne comprenait. Philippe était différent, leur connexion était réelle, et elle ne laisserait pas sa sœur trop prudente gâcher cela. Les semaines passaient et Philippe devenait de plus en plus une partie de la vie quotidienne de Colette. Il s'écrivait le matin en premier et le soir en dernier. Il lui envoyait des messages vocaux dans lesquels il lui souhaitait bonne nuit, et elle les réécoutait encore et encore avant de s'endormir. Il l'appelait mon cœur et ma chérie, et chaque terme français d'affection faisait battre son cœur plus vite. Il parlait de l'avenir, du jour où son séjour au Yémen se terminerait et où il pourrait revenir en Europe. Il demandait si elle pouvait imaginer le rencontrer à ce moment-là, si elle pouvait imaginer avoir un avenir avec lui. Colette pouvait. Elle ne pouvait imaginer rien d'autre. Un soir de février, presque 3 mois après son premier message, Philippe parla pour la première fois de plans concrets. Son contrat au Yémen allait se terminer dans 6 mois, a-t-il dit. Il en avait assez de travailler dans des zones de guerre, assez de la solitude, assez de risquer sa vie pour les autres, tandis qu'il n'avait personne pour qui cela valait la peine de vivre. Il voulait revenir en France, peut-être aussi en Allemagne, si Colette le voulait. Il voulait une vie tranquille, peut-être un cabinet de campagne, une maison avec jardin, quelqu'un avec qui il pourrait passer les soirées et partager les cafés du matin. Il la voulait, elle, il l'aimait, et il lui demandait si elle l'aimait aussi. Colette a pleuré en lisant son message. Ce n'étaient là pas des larmes tristes, mais des larmes de soulagement, d'espoir, de joie. Elle a écrit en retour qu'elle l'aimait aussi, qu'elle savait depuis son premier message qu'il était quelque chose de spécial. Elle a écrit qu'elle l'attendrait aussi longtemps qu'il faudrait, et qu'elle ne pouvait rien désirer plus que de le tenir enfin dans ses bras. Philippe a répondu avec une photo de lui qui souriait et envoyait un baiser à la caméra. En dessous, il y avait écrit « Bientôt, mon chéri, bientôt nous serons ensemble. Je compte les jours. » Ce que Colette ne savait pas à ce moment-là, c'est que Philippe ne viendrait jamais en Europe, parce que Philippe n'existait pas. L'homme qui écrivait ces messages s'appelait en réalité Chukwuemeka et était assis dans un bureau délabré à Lagos où il communiquait simultanément avec 17 autres femmes sur 3 continents différents. Pour lui,
Colette n'était rien de plus qu'un numéro sur une liste, une cible qu'il travaillait depuis des semaines et qui était enfin prête pour la phase suivante. Il a souri en lisant sa déclaration d'amour, non pas par affection, mais par satisfaction. Les fondations émotionnelles étaient posées. Maintenant, il pouvait commencer le véritable travail. À Mannheim, Colette était assise devant son ordinateur portable et rêvait d'un avenir qui ne viendrait jamais. Elle planifiait déjà mentalement quel restaurant elle montrerait à Philippe, quel chemin de randonnée dans les environs, quel coin de sa petite ville. Elle s'imaginait comment ce serait de se réveiller à côté de lui, de voir son visage en premier le matin, de sentir sa main dans la sienne. Elle ne savait pas qu'elle était juste en train de commettre la plus grande erreur de sa vie, et que le prix en serait tout ce qu'elle possédait. Ferais-tu confiance à une personne que tu n'as jamais rencontrée en personne? Écris ton avis dans les commentaires. C'était un jeudi soir à la mi-mars que tout a commencé à changer. Colette venait de dîner et attendait l'appel habituel de Philippe quand un message est arrivé qui sonnait différemment de tous les autres. Les paroles sur l'écran étaient tapées à la hâte, pleines de fautes de frappe, ce qui n'arrivait jamais à Philippe. Il écrivait que quelque chose de terrible s'était passé, une attaque sur un convoi près de l'hôpital. Plusieurs blessés, y compris des collègues de lui. La situation était chaotique, l'approvisionnement était limité, et il ne savait pas quand il pourrait se remettre en contact. Il lui demandait de ne pas s'inquiéter, mais il devait retourner maintenant. Il l'aimait. Il ne pouvait pas écrire plus. Colette fixa le message et sentit son cœur se serrer. Elle a essayé de rappeler, mais personne n'a répondu. Elle a écrit message après message, demandant s'il était en sécurité, si elle pouvait faire quelque chose, s'il pouvait, s'il vous plaît, la laisser savoir que tout allait bien pour lui. Les heures passaient sans réponse. Elle était allongée, éveillée dans son lit et fixait le plafond, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose qu'à Philippe dans ce chaos, en danger, si loin d'elle et pourtant si proche dans son cœur. Elle priait, bien qu'elle n'ait pas prié depuis des années. Elle priait pour que rien ne lui soit arrivé. Le lendemain matin, un message est finalement arrivé. Philippe était indemne, mais épuisé. Il avait opéré toute la nuit, avait perdu des collègues, avait vu des choses qu'il n'oublierait jamais. Ses paroles étaient lourdes, chargées d'une tristesse que Colette pouvait sentir à travers l'écran. Il écrivait qu'il était heureux de la voir dans ces moments-là, que la pensée d'elle était la seule chose qui le portait à travers ces nuits, qu'il ne pouvait rien désirer plus que de quitter cet endroit et d'être enfin avec elle. Colette a pleuré en lisant ces paroles. Elle se sentait tellement impuissante, tellement loin, tellement incapable de l'aider. Une semaine plus tard, le premier appel après la crise est arrivé. La voix de Philippe semblait fatiguée, cassée, plus aussi chaude et optimiste qu'avant. Il a raconté les jours suivants l'attaque, les blessés qu'il n'avait pas pu sauver, les collègues qu'il avait enterrés. Puis il a hésité, et Colette a senti que quelque chose d'autre venait, quelque chose qui était difficile pour lui de dire. Après une longue pause, il a commencé à expliquer. L'organisation humanitaire pour laquelle il travaillait avait des problèmes financiers. Les salaires n'avaient pas été payés depuis 2 mois. Il avait épuisé ses économies pour survivre sur place et maintenant il n'y avait plus rien. Il avait honte de le dire, mais il ne savait pas quoi faire. Colette l'a écouté et avant même qu'il ait terminé, elle savait ce qu'elle ferait. Elle a demandé combien il avait besoin. Philippe a refusé, a dit qu'il ne pouvait pas accepter cela d'elle, qu'il ne l'avait pas appelée pour cela, qu'il voulait juste parler avec elle, entendre sa voix. Mais Colette a insisté. Elle l'aimait, et s'il avait besoin d'aide, elle l'aiderait. C'était évident. Après un long va-et-vient, Philippe a donné une somme, 2500 €. Avec cela, il pourrait tenir les prochaines semaines, jusqu'à ce que l'organisation paie les salaires en retard. Il a promis de tout lui rembourser dès que l'argent arriverait. Il l'a juré sur sa vie. Le lendemain, Colette est allée à la banque et a virement l'argent. Le conseiller a demandé si tout allait bien, une question de routine pour les virements importants à l'étranger. Colette a souri et a dit qu'elle aidait un ami dans une situation difficile.
Le conseiller a hoché la tête et a effectué le virement. L'argent allait sur un compte en Turquie, ce que Philippe avait expliqué en disant que l'organisation avait un bureau administratif là-bas, par lequel tous les paiements transitaient. Cela semblait plausible, et Colette n'avait aucune raison de douter. Elle venait d'aider l'homme qu'elle aimait dans son heure la plus sombre. Elle se sentait bien, utile, nécessaire. Elle ne savait pas que cet argent serait transféré dans les heures suivantes à un compte au Nigeria, où il serait partagé entre plusieurs hommes qui se frottaient déjà les mains. Philippe l'a remercié avec effusion. Il lui a envoyé des messages vocaux pleins de gratitude, l'appelait son ange, sa sauveuse, la femme qui avait changé sa vie. Il a juré qu'il n'oublierait jamais cela et qu'il le lui rendrait 1000 fois quand ils seraient ensemble. Colette écoutait ses paroles et se sentait comme si elle flottait sur des nuages. Elle avait fait la bonne chose, elle avait aidé. Et l'amour de Philippe, qu'elle pouvait entendre dans chaque syllabe, valait plus que n'importe quel argent au monde. 3 semaines plus tard, la prochaine crise est arrivée. Cette fois, c'était l'équipement de Philippe. Le matériel médical dont il avait besoin pour son travail avait été endommagé lors de l'attaque et l'organisation ne pouvait pas envoyer de remplacement. Philippe avait besoin d'instruments spéciaux pour opérer, et sans eux, ses mains étaient liées. Il avait essayé de les obtenir lui-même, mais les prix au Yémen étaient astronomiques et il n'avait plus d'argent. Il n'a pas demandé directement, mais Colette a compris. Elle a demandé combien cela coûterait. 4 000 €, a dit Philippe d'une voix tremblante. C'était trop, il le savait. Il ne pouvait pas lui demander cela. Mais sans cet équipement, il ne pouvait plus sauver de vie. Colette a hésité pour la première fois. 4 000 € étaient beaucoup d'argent. Elle avait des économies, mais elles étaient destinées à l'urgence, aux dépenses imprévues, à la retraite. Mais alors, elle pensait à Philippe, à ses yeux fatigués sur les photos, à sa voix brisée au téléphone, aux personnes qui mourraient s'ils ne pouvaient pas opérer. Elle pensait à l'avenir qu'ils auraient ensemble, à la maison, à la campagne, au café du matin, à toutes les promesses qu'il lui avait faites. Et elle a décidé que certaines choses étaient plus importantes que l'argent sur un compte. Elle a virement 4 000 € le lendemain. Sa sœur Sylvie a remarqué que quelque chose n'allait pas. Lors d'un de leurs appels téléphoniques réguliers, Colette a mentionné, en passant, qu'elle avait prêté de l'argent à Philippe pour l'aider dans son travail. La réaction de Sylvie a été violente. Elle a demandé combien, et quand Colette a hésité, Sylvie s'est mise à parler plus fort. Colette a finalement admis que c'était au total 6 500 €. Sylvie était hors d'elle. Elle a parlé de fraude, de bandes organisées qui procédaient exactement de cette façon, de femmes qui avaient tout perdu parce qu'elles avaient fait confiance à un homme sur Internet. Colette s'est mise en colère. Elle a dit que Sylvie ne connaissait pas Philippe, ne comprenait pas leur relation, n'avait pas le droit de juger de cette façon. La conversation s'est terminée par une dispute, et pour la première fois depuis des années, les sœurs ont raccroché sans se dire au revoir. Dans les jours qui ont suivi, Sylvie ne s'est pas manifestée, et Colette était trop fière de faire le premier pas. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur Philippe, qui lui écrivait chaque jour à quel point il était reconnaissant, à quel point elle lui manquait, à quel point tout serait bientôt terminé. Il parlait de leurs projets pour leur avenir commun, de la maison qu'ils s'imaginaient, des voyages qu'ils feraient ensemble. Il parlait de mariage, d'une petite fête avec seulement les amis les plus proches, d'une vie remplie d'amour et de paix. Colette absorbait chaque parole, comme une éponge assoiffée, et oubliait qu'elle venait de donner une grande partie de ses économies à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. 1 mois plus tard, la 3e demande est arrivée. Cette fois-ci, c'était plus grave. Philippe a parlé d'une possibilité de partir plus tôt du Yémen. Un collègue avait des contacts avec une entreprise de sécurité privée qui organisait des évacuations. Mais le service coûtait de l'argent, beaucoup d'argent. 15 000 € pour un transport sûr de la zone de guerre vers l'Europe. Philippe a dit qu'il avait lui-même essayé de trouver l'argent, mais c'était impossible. Sa famille en France s'était détournée de lui après qu'il ait perdu contact après la mort de sa femme. Il n'avait plus personne d'autre qu'elle. Colette était tout ce qu'il avait.
Colette a été éveillée cette nuit-là et a compté. 15 000 euros. Plus les 6 500 euros qu'elle avait déjà envoyés. C'était presque la moitié de toutes ses économies. Mais si elle envoyait cet argent, Philippe viendrait en Europe. Il viendrait la voir. Ils seraient enfin ensemble, après tous les mois d'attente, toutes les nuits pleines de désir. N'était-ce pas la peine de chaque centime? N'était-ce pas le but pour lequel elle avait économisé? Elle pensait aux paroles de Sylvie, aux avertissements, aux doutes. Mais alors elle pensait à la voix de Philippe, à ses promesses, à l'amour qu'elle ressentait dans chacune de ses paroles. Le lendemain matin, elle est allée à la banque. Le conseiller l'a regardée plus longtemps cette fois, a demandé si elle était sûre, si elle savait à qui allait l'argent. Colette s'impatientait. Elle a dit que c'était son argent et sa décision. Le conseiller a hoché la tête et a effectué le virement. 15 000 euros, encore une fois sur le compte en Turquie. En quittant la banque, Colette ne ressentait pas de soulagement, mais un étrange vide. Elle a mis ce sentiment de côté et a écrit à Philippe que l'argent était en route. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Débordante de gratitude et de remerciements et de promesses, il a dit qu'il serait chez elle dans un délai maximum de 10 jours. 10 jours. Colette les a comptés sur le calendrier et a marqué la date avec un cœur rouge. Ce que Colette ne savait pas, c'est que Philippe était assis à Lagos à ce moment-là et célébrait avec son partenaire 21 500 euros en moins de 3 mois. C'était une belle prise, l'une des meilleures depuis longtemps, mais il n'avait pas encore fini. La femme était dépendante émotionnellement, n'était pas encore financièrement épuisée, et le jeu ne faisait que commencer. Ils ont décidé de continuer pendant quelques semaines encore, d'inventer quelques crises de plus, de se remplir davantage. Pourquoi s'arrêter si la source continuait à jaillir? As-tu déjà envoyé de l'argent à quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré en personne? Écris jamais ou malheureusement oui dans les commentaires. Les semaines suivant le grand virement étaient remplies d'espoir et d'anticipation. Philippe écrivait quotidiennement sur les préparatifs de son départ, sur les documents qu'il devait rassembler, sur les conversations avec l'entreprise de sécurité, sur l'itinéraire qu'ils avaient planifié pour son évacuation. Il décrivait tout si en détail que Colette avait parfois l'impression d'y être elle-même. Elle pouvait voir les rues poussiéreuses d'Aden, les véhicules blindés, les gardes nerveux au poste de contrôle. Philippe peignait des images avec ses paroles, et Colette vivait dans ces images comme si c'était sa propre réalité. Elle a commencé à aménager la chambre d'amis. C'était une petite pièce qu'elle n'utilisait que comme débarras depuis des années, mais maintenant elle l'a débarrassée, a peint les murs dans un beige chaud et a acheté du nouveau linge de lit. Elle ne savait pas exactement quand Philippe arriverait, mais elle voulait être préparée. Elle voulait qu'il se sente bienvenu, qu'il voie combien elle attendait son arrivée. Elle a mis des fleurs fraîches sur la table de nuit et a accroché une image au mur qui les montrait tous les deux en tant que couple, composée de 2 photos différentes. Cela semblait un peu maladroit, mais c'était un symbole de leur avenir commun qui semblait plus proche que jamais. Puis est venu le premier revers. Philippe s'est manifesté un soir avec une voix qui tremblait de frustration. L'entreprise de sécurité avait repoussé l'évacuation. Il y avait des problèmes à la frontière, une présence militaire accrue, des rumeurs de combats imminents. Il ne pouvait pas le sortir, pas maintenant, pas dans ces circonstances. Il devait attendre, peut-être encore 2 ou 3 semaines, jusqu'à ce que la situation se calme. Il était tellement déçu, tellement fatigué, tellement désespéré. Il attendait tellement d'être enfin avec elle, et maintenant cette attente sans fin. Colette l'a réconforté, comme elle le faisait toujours. Elle a dit que quelques semaines n'étaient rien, comparé aux mois qu'ils avaient déjà attendus. Elle a dit qu'elle l'aimait et qu'aucune distance et aucun retard ne changerait cela. Philippe l'a remerciée, l'a appelée la femme la plus forte qu'il connaisse, et a promis qu'il ferait tout son possible pour revenir à elle aussi vite que possible. Cette nuit-là, Colette a mal dormi, pas à cause du retard lui-même, mais à cause d'un sentiment vague qu'elle ne pouvait pas nommer. Quelque chose ne va pas, mais elle ne savait pas quoi. 2 semaines plus tard, le message suivant est arrivé.
Philippe semblait paniqué. L'entreprise de sécurité avait demandé des frais supplémentaires. La situation politique s'était détériorée et ils avaient besoin de plus de personnel, plus de véhicules, plus de pots de vin pour les autorités locales. Les 15 000 € initiaux ne suffisaient plus. Ils avaient besoin de 8 000 € supplémentaires, sinon toute l'opération serait annulée. Philippe a dit qu'il avait essayé de négocier avec eux, mais ils avaient été inflexibles. Sans l'argent, il était coincé. Colette a senti son estomac se serrer. 8 000 €. Elle n'avait pas grand-chose sur son compte d'épargne, peut-être encore 10 000 € qu'elle avait gardés pour les urgences absolues. Mais n'était-ce pas une urgence? N'était-ce pas la vie de Philippe, la sécurité de Philippe, plus importante qu'un coussin pour d'hypothétiques problèmes? Elle pensait à la chambre d'amis, aux fleurs fraîches, à la photo composite au mur. Elle pensait à tous les mois d'attente, d'espoir, de rêve. Pouvait-elle abandonner maintenant, si près du but? Elle a virement 8 000 € le lendemain. Le conseiller bancaire n'a rien dit cette fois-ci, mais son regard en disait long. Colette l'a ignoré. Elle savait ce qu'elle faisait et elle n'avait pas besoin de l'approbation d'un étranger qui ne connaissait pas son histoire. Quand elle est rentrée chez elle, elle a écrit à Philippe que l'argent était en route. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, débordante de gratitude, remplie de promesses et de serments d'amour. Il a dit qu'il serait chez elle dans 10 jours au plus tard. 10 jours. Colette les a comptés sur le calendrier et a marqué la date avec un cœur rouge. Les 10 jours ont passé sans Philippe. À la place, il y avait de nouvelles explications, de nouveaux problèmes, de nouveaux obstacles. D'abord, c'était une tempête de sable qui rendait les routes impraticables, puis un conflit entre milices rivales qui bloquait l'itinéraire prévu. Ensuite, des retards bureaucratiques au franchissement de la frontière, des tampons manquants, des documents disparus. Chaque explication semblait plausible, chaque retard semblait inévitable, et à chaque fois, Philippe promettait que ce serait la prochaine fois. Colette le croyait, parce qu'elle voulait croire. Parce que l'alternative était trop douloureuse pour être envisagée. C'était à la mi-mai que la plus grande demande est arrivée. Philippe a appelé au milieu de la nuit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il a raconté un incident à l'hôpital. Lors d'un examen de routine, les autorités locales avaient apparemment trouvé des incohérences dans ses documents. Ils ont affirmé que son permis de travail avait expiré, que sa licence médicale était invalide, que sa présence dans le pays était illégale. Ils l'avaient arrêté, interrogé, menacé. Ce n'est que par l'intervention d'un collègue qu'il avait été libéré, mais son passeport avait été confisqué. Sans passeport, il ne pouvait pas partir. La seule façon de le récupérer était par un canal informel, ou qui coûtait de l'argent. Beaucoup d'argent. 17 800 € pour être exact. Colette écoutait, et pour la première fois, elle sentait quelque chose d'autre que de la préoccupation. C'était un sentiment froid et aigu qui s'étendait dans sa poitrine. 17 800 €. Elle n'avait plus autant d'argent, elle avait à peine quelque chose. Les économies étaient presque épuisées, le compte presque vide. Elle a dit à Philippe qu'elle ne savait pas comment elle se procurerait cet argent. Pour la première fois, elle a dit non, ou du moins quelque chose qui s'en rapprochait. La réaction de Philippe n'était pas la colère, mais le désespoir. Il a pleuré au téléphone, de véritables sanglots qui ont traversé la ligne et ont déchiré le cœur de Colette. Il a dit qu'il comprenait, qu'il ne pouvait pas lui demander cela, qu'il n'avait pas le droit de la charger ainsi. Mais sans cet argent, il mourrait au Yémen. Les autorités le déporteraient, ou pire, il ne la reverrait jamais. Tout ce pourquoi ils avaient combattu serait en vain. Sa voix s'est brisée. Et Colette s'est brisée avec. Elle a réfléchi à ses options. Il y avait une assurance vie qu'elle avait souscrite il y a des années, mais elle ne pouvait pas la liquider. Il y avait la voiture, mais elle en avait besoin pour le travail. Et puis il y avait la possibilité qu'elle n'avait pas envisagée jusqu'à présent. Un emprunt. Elle n'avait jamais contracté un emprunt de sa vie, avait toujours vécu avec ce qu'elle gagnait, avait évité les dettes comme une maladie contagieuse. Mais maintenant, dans cette situation, cela semblait être la seule solution. Le lendemain,
elle est allée à la banque et a demandé un prêt personnel. Le conseiller a posé des questions qu'elle a repoussées avec des réponses vagues. « Rénovation », a-t-elle dit. Elle voulait rénover l'appartement. Il a hoché la tête et a traité la demande. 2 jours plus tard, elle avait 18 000 € sur son compte. Elle a virement 17 800 au compte habituel en Turquie et en a gardé 200 comme réserve. Dès que le virement a été confirmé, elle s'est adossée et a fermé les yeux. Elle avait donné tout ce qu'elle avait et plus. Maintenant, seul Philippe pouvait venir et faire amende honorable. Mais Philippe n'est pas venu. Les jours sont devenus des semaines, les semaines 1 mois. Les explications se sont amenuisées, les excuses devenues creuses. Colette a commencé à poser des questions qu'elle ne s'était jamais posées auparavant. Pourquoi ne pouvait-elle jamais le voir par vidéo? Pourquoi n'y avait-il pas de photos de l'évacuation, des documents de quelque chose qui confirmait ses histoires? Pourquoi n'avait-il pas de collègues qu'elle pouvait contacter, pas de famille en France qui savait pour lui, personne d'autre que lui? Philippe a réagi à ces questions par des blessures et des accusations. Il a demandé si elle ne lui faisait plus confiance, après tout ce qu'ils avaient traversé. Il a demandé si son amour était si faible que quelques retards pouvaient le détruire. Colette avait honte de ses doutes. Elle s'est excusée, l'a rassuré, lui a assuré son amour. Mais les doutes n'ont pas disparu. Ils se sont glissés dans sa tête quand elle était éveillée la nuit, quand elle attendait des messages qui arrivaient de moins en moins souvent, quand elle regardait son compte bancaire vide et se demandait comment elle paierait la prochaine mensualité de prêt. Elle a commencé à rechercher sur Internet, à entrer des termes de recherche qu'elle ne s'était jamais permis d'utiliser. Fraude sur Internet, arnaque amoureuse, romance scam. Les résultats qu'elle a trouvés ont figé son sang. Il y avait des histoires de femmes comme elle. Des femmes qui avaient rencontré un homme en ligne, des femmes qui s'étaient amoureuses de médecins, d'ingénieurs, de soldats qui prétendument travaillaient à l'étranger, des femmes qui avaient envoyé de l'argent pour des urgences, des opérations, des évacuations, des documents, des femmes qui avaient tout perdu, tandis que l'homme qu'elles aimaient s'était volatilisé. Les schémas étaient étrangement similaires. Les histoires, les excuses, les manipulations émotionnelles. Colette lisait et lisait, et à chaque article, à chaque message du forum, à chaque rapport d'expérience, la vérité qu'elle avait réprimée si longtemps devenait de plus en plus difficile à ignorer. Elle a essayé de le nier. Philippe était différent, son histoire était différente. Elle avait entendu sa voix, vu ses photos, senti son amour, mais alors elle s'est souvenue de les appels vidéo qui ne marchaient jamais. Des photos qui montaient toujours les mêmes endroits, de la voix qui peut-être ne lui appartenait même pas. Elle a ouvert son ordinateur portable et a recherché les images que Philippe lui avait envoyées. Elle en a téléchargé une dans une recherche d'images inversée et a attendu. Les résultats sont apparus en quelques secondes. Et quand Colette a vu ce qui était affiché à l'écran, son monde s'est effondré. « As-tu déjà découvert quelque chose qui a tout changé ? Écris ton histoire dans les commentaires. » Les résultats de recherche ont rempli l'écran comme une avalanche d'informations qui menaçaient d'enterrer Colette. La photo qu'elle avait téléchargée, la photo de Philippe dans sa blouse blanche avec son sourire fatigué, apparaissait des dizaines de fois sur différents sites web. Mais le nom en dessous n'était pas Philippe Laurent. Le nom était Jean-Pierre Delacroix, un chirurgien de Bordeaux. Marié, 3 enfants, spécialisé en chirurgie cardiaque. Les images provenaient de son profil Facebook public qu'il n'avait pas mis à jour depuis des années. Colette a fait défiler les résultats et a trouvé des articles sur lui, des photos de conférences, des images avec sa famille. L'homme qu'elle aimait n'existait pas, il était une invention, composée de photos volées et d'histoires inventées. Colette fixa l'écran, incapable de bouger, incapable de penser. Son cerveau refusait de traiter les informations qui se trouvaient devant elle. Ce ne pouvait pas être vrai. Il devait y avoir une explication, une incompréhension, quelque chose qui remettrait cette réalité en place. Peut-être que Philippe avait simplement utilisé des photos d'autres personnes pour protéger sa vie privée. Peut-être était-il vraiment un médecin au Yémen, juste pas l'homme sur les photos.
Peut-être y avait-il une raison à tout cela qu'elle ne comprenait pas encore. Mais au plus profond d'elle-même, elle savait que c'étaient des mensonges qu'elle se racontait. Elle le savait parce que soudainement, tout avait un sens. Les appels vidéo qui ne marchaient jamais, les mêmes photos, qu'il envoyait encore et encore, les histoires qui correspondaient si parfaitement à ses désirs, les urgences qui arrivaient toujours quand il avait besoin d'argent, les retards qui n'ont jamais pris fin. Tout s'assemblait en une image qui était tellement claire et tellement laide qu'elle pouvait à peine la regarder. Elle a saisi son téléphone et a écrit à Philippe. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle devait recommencer plusieurs fois. « Qui es-tu vraiment » a-t-elle écrit. « J'ai cherché tes photos. Elles appartiennent à un homme nommé Jean-Pierre Delacroix de Bordeaux. Dis-moi la vérité, maintenant. » Elle a envoyé le message et attendu. Les minutes s'étiraient en une éternité, tandis qu'elle fixait l'écran et attendait les 2 coches bleues qui indiqueraient qu'il avait lu le message. Après 15 minutes, elles sont apparues. Ensuite, elles ont disparu. Puis plus rien. 1 heure a passé. 2 heures. 3. Philippe ne répondait pas. Colette a appelé, mais personne n'a répondu. Elle a écrit d'autres messages, d'abord avec colère, puis en suppliant, puis désespérée. Aucune réponse. À minuit, elle a essayé une dernière fois, et cette fois, le message n'est pas passé. Le message à l'écran était sans équivoque. Cet utilisateur vous a bloqué. Philippe, l'homme qui lui avait juré un amour éternel, l'homme auquel elle avait envoyé 47 300 €, avait disparu, tout simplement. Sans explication, sans adieu, sans un dernier mot. La nuit qui a suivi a été la plus longue de la vie de Colette. Elle était allongée dans son lit et fixait le plafond tandis que les larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle ait la force de les essuyer. Elle a revécu chaque moment des mois précédents, chaque message, chaque appel, chaque promesse. Elle voyait maintenant les signes d'avertissement qu'elle avait ignorés à l'époque. Elle entendait la voix de Sylvie dans sa tête, qui l'avertissait, qui la suppliait d'être prudente, et elle ressentait une honte si profonde et si brûlante qu'elle croyait qu'elle en étoufferait. Le lendemain matin, elle a appelé au travail et s'est déclarée malade. Elle ne pouvait pas se lever, ne pouvait pas se doucher, ne pouvait pas manger. Elle était allongée sur le canapé et fixait le vide, tandis que son téléphone reposait silencieusement à côté d'elle. Elle pensait à l'argent qui avait disparu, aux prêts qu'elle devait rembourser, aux années qu'il lui faudrait pour se rétablir financièrement, si jamais elle se rétablissait. Mais plus que l'argent, c'était l'humiliation qui faisait mal, la réalisation qu'elle avait été tellement stupide, tellement crédule, tellement désespérée d'amour, qu'elle avait confié toute sa vie à un étranger sur Internet. Il a fallu 3 jours avant qu'elle trouve le courage d'appeler sa sœur. Sylvie a répondu après la 2e sonnerie, et quand elle a entendu la voix de Colette, elle a su immédiatement que quelque chose de terrible s'était passé. Colette a tout raconté, à propos des photos qu'elle avait trouvées, à propos de la disparition de Philippe, à propos de l'argent, du prêt, de la honte. Elle pleurait en parlant, et Sylvie l'écoutait sans l'interrompre. Quand Colette a eu terminé, Sylvie n'a dit que 2 mots. « J'arrive ». 1 heure plus tard, Sylvie était à la porte de Colette. Elle a embrassé sa sœur longtemps et fort, sans reproche, sans je te l'avais dit, sans rien d'autre que de la compassion. Elle a mis du thé, a rangé l'appartement qui avait sombré dans le chaos ces derniers jours, puis s'est assise à côté de Colette sur le canapé. « Tu n'es pas stupide », a-t-elle dit. « Tu as été victime d'un arnaqueur qui savait exactement ce qu'il faisait. Ces hommes sont des professionnels. Ils font ça tous les jours, avec des douzaines de femmes à la fois. Tu n'avais aucune chance. » Colette voulait protester, mais Sylvie ne la laissait pas. Elle a sorti sa tablette et lui a montré des statistiques, des rapports, des documentations sur le roman Scam. Des milliers de victimes chaque année, rien qu'en Allemagne. Des millions d'euros qui disparaissaient dans des canaux sombres. Des femmes de tous âges, de toutes catégories sociales, de tous horizons. Colette n'était pas seule. Elle faisait partie d'une énorme armée invisible de personnes qui avaient connu la même chose qu'elle. Le lendemain, elles ont ensemble à la police.
Colette avait peur de se dénoncer, peur des questions, des regards, du jugement. Mais Sylvie a insisté, alors Colette était assise dans un petit bureau, face au commissaire principal Thomas Weber, et racontait son histoire pour la 3e fois. Weber était un homme d'âge moyen, aux cheveux gris, et à l'expression de quelqu'un qui avait déjà tout vu. Il l'écoutait, prenait des notes et posait des questions qui donnaient à Colette le sentiment qu'il comprenait vraiment ce qu'elle avait traversé. Quand elle a eu terminé, il a hoché la tête et a dit qu'elle avait bien fait de venir. Weber a expliqué la réalité que Colette ne voulait pas entendre. Les auteurs opéraient de l'étranger, généralement d'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'autres régions. Ils utilisaient des connexions VPN, des comptes anonymes, des identités falsifiées. L'argent était transmis via plusieurs stations, via des comptes en Turquie, à Dubaï, en Grande-Bretagne, avant de finalement arriver aux auteurs. Le taux de résolution de ces crimes était dans les pourcentages à un chiffre. La plupart des cas n'étaient jamais résolus. Weber ne disait pas cela pour décourager Colette, mais pour être honnête. Il a aussi dit que chaque dépôt était important, car il aidait à identifier des modèles, à identifier des réseaux, peut-être finalement à attraper les cerveaux. Il a pris ces documents, les numéros de compte, les reçus de virements, les captures d'écran des conversations, et a promis de tout transmettre au département compétent. Quand Colette et Sylvie ont quitté le poste de police, Colette se sentait étrangement vide. Pas soulagée, pas pleine d'espoir, juste vide. Elle savait que son argent avait disparu, probablement pour toujours. Elle savait que Philippe, qui qu'il soit vraiment, ne serait jamais puni pour ce qu'il lui avait fait. Elle savait que les années à venir seraient difficiles, financièrement et émotionnellement. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Sylvie marchait à côté d'elle, tenait sa main et disait doucement qu'elle surmonterait cela ensemble. Dans les jours suivant la visite à la police, Colette a commencé à chercher d'autres victimes. Elle a trouvé des forums, des groupes Facebook, des communautés en ligne où des femmes et des hommes partagèrent leurs histoires. Elle a lu l'histoire d'une femme de Hambourg qui avait perdu 120 000 € auprès d'un supposé ingénieur de plateforme pétrolière. D'un homme de Munich qui avait vendu sa maison pour aider une femme qui prétendument était bloquée en Syrie. D'une retraitée de Brême qui avait donné toutes ses économies pour la retraite à un faux médecin qui prétendait travailler au Soudan du Sud. Chaque histoire était différente et pourtant terriblement la même. Les mêmes schémas, les mêmes mensonges, la même destruction systématique de la confiance et de la richesse. Colette a commencé à écrire dans l'un de ces groupes. D'abord juste de courts commentaires sous les messages des autres, puis des textes plus longs sur sa propre expérience. Cela aidait d'en parler. Cela aidait de savoir que d'autres comprenaient ce qu'elle avait traversé, sans la juger. Certaines des femmes étaient plus avancées dans leur guérison et donnaient des conseils. D'autres étaient encore au cœur du chaos et avaient elles-mêmes besoin de soutien. Colette se trouvait dans un étrange rôle, à la fois victime et aidante, cassée et pourtant assez forte pour porter les autres. Un soir, environ 2 semaines après la découverte, elle a reçu un message d'une femme nommée Ingrid de l'Autriche. Ingrid avait lu son histoire et voulait lui dire quelque chose. Elle avait connu le même homme, le même Philippe Laurent, avec les mêmes photos et les mêmes histoires. Elle aussi avait envoyé de l'argent, elle aussi avait été trompée, elle aussi avait été anéantie. Mais Ingrid avait continué ses recherches et avait découvert quelque chose d'étonnant. Philippe n'était pas un acteur isolé. Il faisait partie d'un réseau, d'un groupe organisé qui opérait de Lagos et menait des douzaines d'identités simultanément. Ingrid avait pris contact avec d'autres victimes, avait rassemblé des informations, avait même parlé avec des journalistes qui travaillaient sur une documentation sur le sujet. Colette lut le message d'Ingrid et sentit pour la première fois depuis des semaines quelque chose d'autre que de la douleur. Ce n'était pas de l'espoir, pas vraiment. C'était plutôt une sorte de détermination. Elle avait perdu 47 300 € et presque 1 an de sa vie. Elle avait cru, aimé, fait confiance et avait été punie pour cela. Mais elle était toujours là. Elle respirait toujours. Et peut-être, juste peut-être,
Pouvait-elle faire quelque chose de cette expérience qui était plus grand qu'elle-même? As-tu ou quelqu'un que tu connais une expérience similaire? Partage cette vidéo pour avertir les autres. Un an avait passé depuis le jour où le monde de Colette s'était effondré. Une année remplie de larmes, de nuits blanches et de moments où elle croyait qu'elle ne se relèverait jamais. Mais elle s'était relevée. Chaque jour, elle s'était battue pour se lever du lit, s'était douchée, avait pris son petit déjeuner, avait continué à fonctionner, même si cela ressemblait à une lutte contre un ennemi invisible. Les cicatrices étaient toujours là, seraient peut-être toujours là, mais elles avaient cessé de saigner. Lentement, imperceptiblement, lentement, Colette avait commencé à guérir. La thérapie avait aidé. Sa thérapeute, une femme tranquille aux cheveux gris et au regard qui semblait tout comprendre, lui avait appris à lâcher prise la honte qu'elle portait depuis si longtemps. « Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé », disait-elle encore et encore. « Tu as fait confiance à une personne, et cette personne a abusé ta confiance. Cela dit quelque chose sur lui, pas sur toi. » Colette n'avait d'abord pas pu croire ses paroles, mais avec le temps, elles s'étaient infiltrées en elle, et fait taire les voix dures dans sa tête qui lui reprochèrent d'avoir été stupide, naïve, crédule. La situation financière était plus difficile. Le prêt pesait sur elle comme une meule, et les mensualités dévoraient une grande partie de son salaire. Elle avait drastiquement réduit son niveau de vie, ne conduisait plus, renonçait aux vacances et aux restaurants, n'achetait que le strict nécessaire. Il faudrait des années avant d'être libre de dettes, mais elle avait un plan et s'y tenait. Sylvie avait proposé de lui prêter de l'argent, mais Colette avait refusé. C'était son fardeau, et elle le porterait elle-même. C'était une question de fierté, mais aussi de guérison. Chaque mensualité qu'elle payait était un pas loin de la personne qu'elle avait été, et vers la personne qu'elle voulait devenir. La connexion avec d'autres victimes était devenue une partie importante de sa vie. Le groupe en ligne qu'elle avait trouvé l'année précédente avait grandi, et Colette était maintenant l'une des membres les plus actifs. Elle écrivait régulièrement sur ses expériences, répondait aux questions des nouveaux membres et offrait du soutien à ceux qui venaient tout juste de découvrir qu'ils avaient été trompés. C'était une étrange communauté, née de la douleur et de la perte, mais aussi de la force et de la survie. Ces femmes et ces hommes comprenaient ce qu'elle avait traversé sans qu'elle ait besoin de l'expliquer. Ils parlaient la même langue de la trahison. Ingrid de l'Autriche était devenue une amie proche. Elle s'était finalement rencontrée en personne à mi-chemin à Munich et avait passé des heures dans un café à parler. Ingrid était plus avancée que Colette dans ses recherches. Elle avait pris contact avec des journalistes, avait participé à une documentation et était même apparue dans un talk show pour parler de ses expériences. Colette avait tout suivi et admiré, mais elle n'était pas sûre de pouvoir un jour aller aussi loin. L'idée de mettre son visage devant le public, de répandre son histoire devant des millions de personnes, la terrifiait. C'était Sylvie qui l'avait finalement convaincue. Lors de l'une de leurs rencontres hebdomadaires, Colette a parlé d'une chaîne de télévision locale qui l'avait contactée. Il travaillait sur un reportage sur le romance scam et recherchait des personnes touchées, prêtes à parler devant la caméra. Colette avait automatiquement refusé, mais la pensée ne la lâchait pas. Sylvie écoutait et puis disait quelque chose qui changea tout. « Pense à la femme que tu étais il y a 1 an. Pense à la femme assise sur ce canapé qui avait honte d'aller au poste de police. Qu'aurais-tu souhaité? Que quelqu'un te dise à quoi faire attention, que quelqu'un te warne. Tu peux être cette personne, Colette. Tu peux avertir les autres. » Colette y a réfléchi pendant des jours. Elle pensait aux femmes du groupe en ligne qui postaient chaque jour de nouvelles histoires, aux hommes qui avaient honte d'admettre qu'ils avaient été trompés, aux personnes âgées qui avaient perdu toutes leurs économies et ne savaient pas comment survivre pour le reste de leur vie, aux jeunes femmes qui commençaient juste à chercher l'amour en ligne sans savoir quel danger les attendait. Elle pensait à elle-même il y a 1 an, seule dans son appartement, désespérée de vouloir une connexion et tombant dans un piège qu'elle ne voyait pas venir. Et elle a pris une décision. Le reportage télévisé a été enregistré un après-midi gris en novembre.
Colette était assise dans son salon, la caméra pointée vers son visage, et raconta son histoire du début à la fin. Elle a parlé de la solitude après le divorce, de l'espoir que Philippe lui avait donné, des mensonges auxquels elle avait cru, de l'argent qu'elle avait perdu, du jour où tout s'était effondré. Elle n'a pas pleuré, bien qu'elle s'y soit attendue. Au lieu de cela, elle ressentait une étrange tranquillité, comme si elle posait finalement quelque chose qu'elle portait depuis trop longtemps. Quand l'enregistrement a été terminé, la journaliste l'a remerciée et a dit que l'histoire de Colette aiderait de nombreuses personnes. Colette espérait qu'elle avait raison. Le reportage a été diffusé 2 semaines plus tard et les réactions ont été accablantes. La boîte de réception électronique de Colette s'est remplie de messages de spectateurs qui la remerciaient, qui partageaient leurs propres histoires, qui demandaient comment ils pouvaient aider. Certains étaient eux-mêmes des victimes, d'autres avaient des proches qui avaient été trompés, d'autres encore étaient simplement choqués que quelque chose comme cela puisse arriver. Une femme de Cologne a écrit qu'elle était sur le point d'envoyer de l'argent à un homme qui prétendait travailler sur une plateforme pétrolière en mer du Nord, mais après le reportage de Colette, elle s'était arrêtée, avait recherché et découvert la même arnaque. « Tu m'as épargné 35 000 €, a-t-elle écrit. Merci. Les mois qui ont suivi ont été remplis de nouvelles tâches. Colette a commencé à donner des conférences, d'abord en petits groupes, puis en groupes plus grands. Elle a parlé devant des associations de retraités, des groupes de femmes, même devant des classes d'école. Elle a expliqué les mécanismes du romance scam, les astuces psychologiques, les signaux d'avertissement à surveiller. Elle a montré des exemples, répondu à des questions, dissipé les préjugés. Ce ne sont pas seulement les gens stupides qui tombent dedans, répétait-elle encore et encore. N'importe qui peut devenir une victime. La seule chose qui protège, c'est la connaissance. Les signaux d'avertissement qu'elle soulignait dans chaque conférence étaient toujours les mêmes. Soyez méfiants envers les personnes qui se lient très rapidement, émotionnellement, en ligne. Des déclarations d'amour après quelques jours ou semaines. Des histoires de tragédie, de parents malades, de difficultés financières. Des appels vidéo qui ne marchent jamais et des réunions qui sont toujours reportées. Des demandes d'argent, peu importe la taille, au début. Des virements à l'étranger, en particulier vers des pays connus pour ces fraudes. Des personnes qui prétendent travailler à l'étranger, qu'elles soient médecins dans une zone de guerre, ingénieurs sur une plateforme pétrolière ou soldats en service. Ces profils sont dans 99% des cas falsifiés. Colette a également appris à parler des auteurs sans haine dans sa voix. Ce n'étaient pas des monstres, expliquait-elle, mais des personnes prises au piège, dans un système qui canalisait la pauvreté et le désespoir vers le crime. À Lagos, où beaucoup de ces arnaqueurs opéraient, le romance scam était une industrie, un moyen vers la richesse rapide dans un pays qui offrait peu d'autres possibilités à ces jeunes gens. Cela n'excusait rien, mais cela expliquait beaucoup. Les vraies victimes étaient des deux côtés, sauf que les uns perdaient de l'argent et les autres perdaient leur humanité. Aujourd'hui, 2 ans après le début de son cauchemar, Colette se tient à un endroit différent. Les dettes sont toujours là, mais elles rétrécissent avec chaque mensualité. La honte a disparu, remplacée par une acceptation tranquille de ce qui était et un espoir prudent de ce qui viendra. Elle a noué de nouvelles amitiés, vraies cette fois, avec des personnes qu'elle connaît personnellement et à qui elle peut regarder dans les yeux. Elle a appris à refaire confiance, lentement et prudemment, mais elle l'a appris. Elle a même recommencé à croire à l'amour, non pas à l'amour désespéré et aveugle d'avant, mais à une version plus mature et consciente. Sylvie est toujours à ses côtés, comme elle l'a toujours été. Les 2 sœurs sont plus proches que jamais, liées par une crise qui aurait pu les séparer, mais les a plutôt renforcées. Philippe, qui qu'il soit vraiment, a disparu, un fantôme du passé qui n'a plus aucun pouvoir sur elle. L'argent est parti, mais Colette a gagné quelque chose d'autre, quelque chose qu'on ne peut pas mesurer en euros. Elle a trouvé sa voie, et elle l'utilise pour protéger les autres. Si tu vois cela et que tu crois que quelque chose comme cela ne pourrait jamais t'arriver, je veux te dire quelque chose. Je pensais la même chose.
J'étais éduqué, raisonnable, sceptique, et pourtant j'y suis tombé. Parce que ces arnaqueurs savent ce qu'ils font. Parce qu'ils utilisent ta solitude, ton désir, ton espoir contre toi. Parce qu'ils sont des professionnels et que tu es juste un humain qui veut être aimé. Prends soin de toi. Prends soin de tes parents, tes amis, tes voisins. Parlez de ce sujet. Avertissez-vous les uns les autres, car la seule chose qui aide contre ces criminels est l'éducation. Et s'il est déjà trop tard, si tu es toi-même devenu une victime, je veux te dire quelque chose d'autre. Ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas stupide. Tu es humain et tu peux surmonter cela. Demande de l'aide. Parle à quelqu'un. Va à la police, même si cela semble inutile. Et ne te mets pas en honte. Les seuls qui devraient se mettre en honte sont les personnes qui t'ont fait cela. Tu es un survivant. N'oublie jamais cela. Si tu es touché, tu trouveras de l'aide à la police au 110, à la Weiser Ring au 116006 et au Centre de protection des consommateurs de ton land. Tu n'es pas seul.